Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 76 de la saison 3. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré et postnatal. Et puis surtout, je suis maman de 2 petites filles. Bonjour, je m'appelle Ella Maria Val et j'ai une petite sœur qui s'appelle Jasmine. Et j'ai 3 ans. Et bienvenue dans la matrescence. Au revoir. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles. Et puis surtout, partagez sur les réseaux sociaux. J'ai lancé mon site web, vous pouvez aller y faire un tour pour trouver des épisodes que vous n'avez jamais écoutés. Tout y est, clémentinesarlat.com. Il y a des personnes qui sortent du lot et qui arrivent à faire passer un message capital au plus grand nombre. Audrey fait partie de ces personnes qui marquent par leur engagement et la force qu'elles mettent dans leur métier. J'ai découvert Audrey N'Djav il y a 3 ans quand je cherchais une vidéo pour apprendre à moucher mon bébé. C'était une des premières à mettre en ligne du contenu fait par une professionnelle de santé. Autant vous dire que depuis 3 ans, Audrey a étoffé ce qu'elle propose sur Internet puisqu'elle est aujourd'hui à la tête d'un des premiers centres de périnatalité international qui permet aux parents de consulter en ligne divers spécialistes formés aux dernières données notamment en neurosciences et en sommeil. Via son centre Happy Mom and Baby, elle a accompagné plus de 15 000 parents en recherche d'informations. Audrey habite au Québec et pose un regard intéressant sur le rôle de la santé en Amérique du Nord. Dans cet épisode, on évoque la formation, ce que elle propose aux parents. On parle de la santé sur les réseaux sociaux et de l'importance que, enfin, les professionnels de santé se positionnent sur Internet. Mais aussi, on parle d'un sujet qui me touche particulièrement, celui du changement de carrière au moment de devenir mère. Et je trouve que Audrey apporte un regard hyper intéressant sur ce thème. Je vous laisse le découvrir en écoutant l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Audrey. Bonjour Clémentine. Merci beaucoup de m'accorder du temps, toi qui es à 6 heures de décalage de moi, parce qu'on est le matin pour toi et l'après-midi pour moi ici, et je sais que tu as un emploi du temps hyper timé, donc merci de prendre du temps pour moi. De rien, puis merci surtout de donner la parole à une professionnelle dans ton podcast, donc je ne pouvais pas refuser. Alors, ça fait 19 ans que tu travailles dans la périnatalité, et tu as quand même 3 enfants. Est-ce que, même en ayant cette casquette de professionnelle de la petite enfance, ça a été un bouleversement, l'arrivée de tes enfants? Alors, oui, de toute façon, je ne pourrais pas dire que l'arrivée de mes enfants n'a pas été un bouleversement dans ma vie de femme, parce que même si je dissocie très peu ma vie de femme et ma vie de professionnelle, quand même, mon premier enfant, je l'ai eu, j'avais pas autant d'expérience que maintenant, j'avais 23 ans, donc ça faisait 6 ans à peu près que j'avais commencé à travailler dans ce domaine, dans ce milieu, et ça m'a bouleversée moi en tant que femme, mais c'est aussi venu me donner une confiance, la confirmation que c'était ce que je voulais faire, et ça m'a surtout donné envie d'aller plus loin dans ma pratique, de me former, voilà, d'acquérir encore plus de connaissances, mais ça a été un énorme moteur pour moi. Mes enfants ont été un moteur, et c'est dit d'ailleurs dans ma formation d'infirmière, tu sais, on passe un concours et on nous demande quelles sont vos motivations. J'avais un enfant à l'époque, puis on m'a dit mais ça va pas être un frein, et j'ai dit bah non, pas du tout. En quoi ça va être un frein? Au contraire, quand tu as un enfant, tu as envie d'arriver à tes fins, et ça te donne une motivation supplémentaire. Donc pour moi, c'était pas du tout un frein, et à chaque grossesse, un projet de vie est né. Un projet de vie est né, en tout cas,
un projet de vie est venu se confirmer et voilà, chaque étape, j'ai gravi des étapes à chaque naissance avec mes enfants. Les naissances abouties, parce que j'ai eu aussi des difficultés en tant que femme, mais toutes les naissances voilà, tous les enfants que j'ai aujourd'hui représentent une étape de ma vie. C'est marrant le lien, mais on m'a souvent dit que ça a bouleversé, ça offrait un espace pour créer quelque chose de nouveau en fait. Exactement. Physiologiquement parlant, la naissance et le processus de matrescence, maternalité est un moment dans la vie d'une femme où on est un petit peu shooté aux hormones du bonheur, du bien-être, de la relaxation. Et mine de rien, c'est quand même des états qu'on recherche un peu toute une vie. Ces états que nous, on vit en tant que femmes, on est à la recherche de ce bien-être et on veut faire sécréter ces hormones-là pour aller rechercher l'inspiration, le voyage intérieur. Et la grossesse, finalement, elle entraîne de façon physiologique ce voyage à l'intérieur d'une femme et donc forcément une renaissance et ça on le vit, on a envie d'abattre des montagnes quand on devient maman et d'autant plus quand on a vécu des difficultés dans ce processus-là ou même dans sa maternité, on a envie voilà, ça entraîne ce changement et cette envie d'autre chose. Beaucoup de femmes changent de carrière après un bébé. Et toi, pourquoi est-ce que tu as voulu devenir une infirmière donc clinicienne, spécialiste de la périnatalité, c'est ça? Et déjà, explique-moi la différence avec une infirmière puéricultrice, parce qu'on a eu ce débat et je n'ai pas tout compris, donc justement, ça va être bien, tu vas pouvoir bien m'expliquer. Alors, le métier d'infirmière n'est pas le même en France qu'en Amérique du Nord. Il est perçu, il est représenté et on se forme différemment. En France, on catégorise beaucoup les personnes avec leur spécialité. On est infirmière puéricultrice, donc on a un diplôme d'infirmière, puis on se spécialise en puériculture, tout ce qui touche autour de l'enfant. Mais notre rôle se limite quand même pas mal. Et en Amérique, on considère l'infirmière avec une place et une représentation différente. On la voit comme vraiment une actrice aux côtés des êtres humains. Et donc, la périnatalité, ça va être cette spécialité que l'infirmière va avoir auprès des familles avec un rôle vraiment d'éducation à la santé périnatale, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas se pencher sur les prises de sang, les soins techniques, etc. On va vraiment travailler tout autour de la naissance et on va apporter, grâce à nos connaissances de la physiologie humaine et donc de l'enfant, eh bien, cette éducation nécessaire à la santé périnatale. C'est vraiment une spécialité à part entière. Et infirmière puéricultrice, c'est un superbe métier, mais qui ne correspondait pas à mes projets de vie à moi, dans la mesure où j'avais déjà envie de partir. Je voulais déjà partir à l'étranger et que puéricultrice, c'est un métier qui est reconnu uniquement en France, qui n'existe pas ailleurs. Donc, en fait, j'aurais fait des années d'études supérieures après mon diplôme d'infirmière qui ne m'auraient servi à rien. J'ai des amies puéricultrices qui sont au Canada aujourd'hui, dont le diplôme ne sert à rien parce qu'il n'existe pas cette profession ici. Et donc, en fait, elles se retrouvent des fois à sortir de leur spécialité parce que c'est pas reconnu. Donc, j'avais anticipé, je me suis dit, bon, vu que je veux partir, je vais peut-être pas me lancer là-dedans. Je vais plutôt orienter ma carrière et mes expériences professionnelles dans ce domaine, mais sans obtenir les diplômes français pour aller le chercher à l'étranger. Et donc, c'est ce que j'ai fait quand je suis partie. C'était déjà réfléchi d'avance. Ah oui, tu avais bien calculé, mais c'est intéressant parce que tu as raison de préciser que la France a des spécificités. Tu es au Canada, au Québec, même si la langue est presque commune, puisque je le dis toujours, moi j'ai besoin des sous-titres quand je regarde quelque chose en québécois. Il y a forcément des disparités, des différences dans le système de santé et des études. Donc vous abordez pas de la même façon la santé. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant parce que toi, du coup, tu as les deux casquettes. Tu as la formation française et tu as aussi la formation québécoise et canadienne. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as voulu, du coup, ouvrir ton centre il y a ma fille qui vient de revenir, qui s'appelle Happy Mom and Baby depuis le Québec. Vas-y, explique-nous la genèse de ce beau projet. Alors, j'ai une expérience assez conséquente du coup en France. J'ai commencé très tôt, vers l'âge de 17 ans jusqu'à ce que je quitte la France. Mais entre-temps, je suis aussi partie en Angleterre et j'ai aussi une expérience de quelques mois sur le continent africain et au Gabon exactement. Et
j'ai fait à un moment donné, en arrivant au Canada, le bilan un petit peu de toutes ces expériences professionnelles, euh, des limites que j'avais rencontrées en France dans ma pratique en tant qu'infirmière. Et, euh, et je me suis dit, OK, aujourd'hui, on est en 2000, c'était l'époque en 2017, on a des technologies qui nous permettent d'exporter, qui nous permettent bah, en fait, grâce à FaceTime, grâce à Zoom, à Skype à l'époque, il n'y avait pas Zoom encore, eh bien, on avait cette possibilité d'être en Mm. contact avec des gens par Internet, par le visio, bah, comme voilà, on se voit. Et je me suis dit, mais attends, ce que je suis en train d'apprendre ici, c'est complémentaire à ma pratique que j'ai développée et que j'ai apprise en France. C'est vraiment, ça vient compléter tout ce que j'ai fait. Et ce serait dommage de garder ça pour toi, sachant que tu sais qu'en France, il y a des limites, tu sais qu'en France, on manque de ressources, que les parents sont souvent seuls parce que la périnatalité n'est pas une spécialité reconnue à part entière. Et donc, voilà, donc j'ai eu cette idée de me dire, OK, bah, écoute, je vais être ici parce que j'aime la vie ici et que je n'ai pas l'intention de rentrer en France. Mais par contre, pourquoi pas, grâce aux technologies modernes, bah, exporter un petit peu ce que tu as appris ici et le rendre accessible aux parents qui sont en France. Parce que ça reste mon pays et vraiment dans un désir de partage d'expérience, de partage de ressources surtout. C'est comme ça que je me suis dit, OK, bah, je vais le faire, puis je vais le faire en ligne. Voilà, je vais créer quelque chose en ligne parce que je suis française, j'ai grandi en France, mais j'ai aussi ce désir de pluralité et de multiculturalité de par mes voyages, de par mes propres origines, et ben être accessible à des gens qui n'ont pas accès à cette santé périnatale, que ce soit en France parce qu'elle n'est pas reconnue, mais que ce soit dans des pays où il y a carrément très peu d'accès aux soins, mais qui a vraiment une connexion Internet, et ben allez, vas-y, crée ça, crée ta propre pratique avec ton identité professionnelle. Euh, L'entrepreneuriat et la santé en Amérique du Nord, c'est quelque chose qui est très courant, voilà, entreprendre et être professionnel de santé, c'est courant. On a zéro limite en fait, on a juste un cadre déontologique, des chartes d'éthique qu'on a respectées et qui font partie de notre identité de toute façon quand on est soignant. Et donc voilà, donc vraiment c'est dans cette volonté de rendre accessible tout ce que moi j'ai appris en Amérique du Nord, donc au Québec exactement, à mon pays, à mon pays tout simplement, la France. J'avais muté mon micro pour que ma fille ne fasse pas de bruit. J'ai dit oui, tu as raison parce que moi, je vois même avec mon podcast, on est des pays francophones, mais il n'y a pas que France et Canada et Québec. Il y a dans le monde entier, il y a des gens qui parlent français ou des expatriés d'ailleurs. Donc, en passant en ligne, tu touches un public qui est bien plus large, comme tu dis, que juste dans ton centre de périnatalité local où tu toucherais que les parents que tu peux voir en face à face. Et mine de rien, la pandémie nous a appris que la visio, ça peut servir et qu'on Ah, peut c'est faire plein de fou. choses. C'est fou. Moi, j'ai commencé sans tous ces outils, hein, d'accord? J'ai vraiment commencé mon bloc-notes, mon Skype, tu vois. Enfin, j'étais vraiment, je suis infirmière, hein, j'ai pas fait des grandes écoles de commerce ou de choses comme ça. Donc, j'ai pris mon calepin, mon téléphone et j'ai commencé comme ça. Et du coup, 4 ans, bah, 2017, ça fait 3 ans, ça fait presque 4 ans. Il y a Zoom, il y a Trello, il y a des outils incroyables qui sont arrivés grâce à la pandémie qui me facilitent le travail de manière impressionnante. Alors, est-ce que tu en as vaguement parlé, mais tu peux nous expliquer quand même quel type de formation il y a en France autour de la périnatalité? Euh, Comment est-ce que tu le vois? Parce que est-ce que c'est vraiment problématique le fait qu'il y ait un manque de formation ou c'est juste que c'est difficile d'accès? Comment tu le vois? Alors, ça va faire 6 ans que je suis partie. En 6 ans, il s'est passé beaucoup de choses, énormément même, parce que je vois qu'il y a pas mal de choses qui sont arrivées, d'ouverture de la part aussi des professionnels. Je pense qu'il y a une nouvelle génération de professionnels qui arrive, comme une nouvelle génération de parents. Les enjeux sont différents, les prises en charge évoluent. Tu sais, il y a souvent on dit oui, en France, on est en retard. Moi, je ne considère pas qu'on est en retard. On a une culture de soins qui est différente, qui évolue différemment d'autres endroits et on a à apprendre de tout le monde. Donc vraiment, je me sens pas en retard en France. Et les soins, euh, je pense qu'il y a
c'est toute une culture qui est difficile. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des formations qui existent, d'accord? Il y a des formations qui existent, mais elles sont du domaine privé. Donc, c'est-à-dire qu'on est en autofinancement, on se finance tout seul. On n'a pas l'habitude, dans notre culture, de s'autofinancer des choses. On n'a pas l'habitude d'investir dans notre santé ou dans nos formations. C'est vrai qu'on est un pays qui offre beaucoup de possibilités de formation et de soins gratuites, en tout cas qui apparaissent comme gratuites parce qu'elles sont financées par des fonds autres, mais qui nous apparaissent comme, OK, accessibles parce que c'est gratuit. Et donc, aujourd'hui, il y a des choses qui existent. C'est difficile d'accès parce qu'effectivement, souvent, c'est dans les grosses universités qui sont soit sur Paris. Moi, je me rappelle à l'époque, c'était Orléans. Il fallait que j'aille une semaine par mois à Orléans avec à l'époque presque 2 enfants. C'était difficile. Il n'y avait rien. Moi, il y a 6 ans, il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont arrivées, qui vont permettre aux professionnels de se former. Mais encore une fois, on n'a pas beaucoup de place à la formation, étant donné qu'on a un métier souvent en pratique hospitalière qui nous prend beaucoup de temps, qui nous laisse qui nous laisse peu de place pour se former. Donc, je ne sais pas si je peux dire qu'il n'existe rien du tout. Il existe des choses qui sont pas très connues, mais surtout qui sont du cadre de l'autofinancement. Et c'est cette prise de conscience et ce changement qui est en train de se passer et dont je suis très heureuse d'ailleurs parce que de plus en plus de professionnels s'autofinancent leur formation et comprennent qu'on ne peut pas tout attendre d'une formation générale, qu'on ne peut pas tout attendre de formations qui sont totalement gratuites. Quand tu vois une école d'infirmière qui dure 3 ans et tu payes uniquement tes frais d'inscription, quand même, je veux dire, tu sais que ce sont des fonds publics qui vont payer tes professeurs, qui vont payer tes enseignants. Et finalement, je pense qu'on peut mettre un petit peu la main à la pâte et aller chercher ces formations pour être à l'aise dans ce qu'on va proposer aux familles. Ouais, ok. Pour toi, c'est la façon dont on approche en fait tout ça, que ce soit l'idée qu'on se fait d'une formation, parce qu'aujourd'hui, les données, les savoirs sont accessibles d'une manière ou d'une autre, mais il faut aller peut-être parfois les chercher, ou même il faut avoir aussi l'idée que ça existe. C'est peut-être ça aussi parfois le problème. Oui, c'est sûr que c'est pour ça que je dis qu'on est on est en processus d'évolution, on est en cours de changement. Là, il y a plein de choses qui se passent depuis ces dernières années, notamment l'arrivée aussi des réseaux sociaux et de la présence des professionnels de santé qui arrivent et qui, moi, par exemple, on me dit, ah, mais comment t'as fait, comment tu t'es formé? Je me suis autofinancée, j'ai peut-être mis 10 ans à me former entre mes écoles, mes différents cycles universitaires, etc. Mais j'ai tout financé moi-même, j'ai rien attendu de personne. Et c'est pour ça que je dis, c'est possible, on peut se former, mais voilà, peut-être y aller un petit peu tout seul. Et puis, le fait que tu fais une recherche aujourd'hui sur Internet, tu trouves des formations. Tu trouves des formations. Je t'avoue que le prix te freine. Moi, j'ai souvent des gens qui me disent, oh là là, mais oui, mais je peux me former, mais t'as vu, ça coûte 100, c'est cher, j'ai pas les moyens, ou alors j'ai pas le temps, ou alors les formations sont pas à des moments où mon employeur va me laisser me former. Donc, c'est en cours de changement. Il y a des choses. Et je pense qu'on devrait, pour moi aujourd'hui, se poser sur une table avec les acteurs en santé, les services publics et dire, OK, nous, on peut prendre en charge pas mal de choses, mais vous avez aussi votre part à faire en tant que professionnel. Je parle de l'allaitement, par exemple. Aujourd'hui, il y a une certification internationale qui existe, la certification IBCLC, mais ça n'empêche pas de faire d'autres formations. C'est une certification. Donc, en fait, tu peux très bien être consultante en lactation, non certifiée IBCLC, mais tu veux dire, tu as des compétences en allaitement et tu peux accompagner les familles. Il faut prendre confiance dans nos savoirs, je pense aussi. Prendre confiance et sortir un petit peu de ce cocooning hospitalier et être un acteur de ce qu'on a envie de faire. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai envie d'amener à travers mon parcours et à travers ce que je fais aussi au centre. C'est vraiment soyez acteurs. On peut se former, on peut sortir, on peut se former en allaitement, on peut se former en sommeil, on peut se former en obstétrique, on peut se former en plein de choses, mais il faut qu'on y aille. Il faut qu'on arrête d'attendre on nous donne les moyens et qu'on nous tende la perche. Il faut aller la saisir, cette perche. En tout cas, c'est ce que je pense aujourd'hui. Et toi, dans l'approche, quand tu es arrivée au Québec, est-ce que tu as senti qu'il y avait une très grande différence dans l'approche autour de la périnatalité? Et si oui, c'était quoi? La reconnaissance des besoins fondamentaux des familles à être accompagnées par des professionnels de santé. L'infirmière qui a une place importante auprès des familles et comme je te disais, vraiment ce rôle
d'éducation à la santé. Le moment où on devient parent, c'est vraiment le moment où on a beaucoup de questions. D'accord? C'est une renaissance. C'est vraiment, on renaît, c'est quelque chose de nouveau. Il y a des enjeux de santé qui sont présents et qui ont besoin d'être pris en charge. Et au Québec, et je parle du Québec parce que c'est la région où je vis, mais en Amérique du Nord, parce que tu vas en Ontario, au Nouveau-Brunswick, aux États-Unis, enfin, tu vois, ces ressources périnatales sont là, sont ici, elles sont privées, elles sont de l'ordre de privé, et les familles sont actrices de leur parcours de soins. Et c'est un petit peu ce qu'on essaye d'avoir aujourd'hui en France avec ce fameux parcours de soins. Voilà, on a envie de rendre les gens acteurs de leur santé. Regarde, tu as des ressources. Tu as différentes ressources, choisis celle qui te convient. Et ce que j'ai trouvé comme différence avec le Canada et la région où j'habite, donc le Québec, c'est l'accessibilité et la présence de ces ressources-là. Je suis arrivée ici, la maternité, donc je travaillais en obstétrique parce que les infirmières font les accouchements ici. Il n'y a pas de sage-femme à l'hôpital. Et quand on postpartum, les patientes restent 48 heures. On a une enveloppe qu'on leur donne, une enveloppe brune, avec, mais je ne sais pas combien de prospectus, de cartes, de dépliants de services en périnatalité. Et je me suis dit, waouh, mais c'est fou. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas toutes seules. Elles sont pas toutes seules, elles ont une multitude de ressources payantes, gratuites, chères, pas chères, du service de répit à la maison, du service de cours de cours postnataux. Enfin, je me suis dit, waouh, mais ça, moi, j'ai jamais vu en France, d'accord? À part la PMI et tu vois, des ressources où souvent, bah, c'est bouché, c'est plein, et on te prend que si tu as de grosses difficultés, bah, toutes les autres personnes, elles vivent aussi des choses difficiles, mais elles sont toutes seules. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, non, une femme, elle ne peut pas être, je veux dire, une famille, une femme, une mère ne peut pas être seule dans sa maternité. Et c'est cette différence-là, c'est celle-là. C'est le nombre de ressources et la reconnaissance à part entière comme une spécialité, la périnatalité. C'est cette différence que j'ai retrouvée. Oui, donc finalement, même pour vous, les soignants, on en parle beaucoup en ce moment de la non-reconnaissance et le blues des soignants, que ce soit déjà financier ou juste le regard qu'on porte sur eux dans la société, et notamment autour de la petite enfance, tu as bien raison, comme si c'était quelque chose de négligeable et qui n'avait pas d'intérêt, alors qu'on forme quand même les adultes de demain. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Exactement. Et voilà, et le Canada, eux, ils ont compris ça et ça fait toute la différence. Même, j'imagine, pour toi, dans le rôle que tu peux avoir auprès des parents, la confiance que ça te donne. Alors, moi, alors, j'étais déjà très, très actrice en France de ma profession. Euh, Ça n'a fait que renforcer Hmm. mes envies. Ça n'a fait que renforcer ma mission. Je parle pour moi, c'est une mission de vie que je porte et ça n'a fait que renforcer cette mission et me sentir appartenir à un corps de métier à part entière dans la reconnaissance financière, dans la reconnaissance de la place. C'est-à-dire que je me suis pas dit, OK, alors j'ai fait plus que 3 années d'études parce que je me suis spécialisée après. J'ai fait 5 années d'études. J'ai pas fait 5 années d'études pour rien. J'ai pas fait 5 années d'études juste pour être exécutrice de prescription. Non, j'ai fait 5 années d'études pour avoir une place majeure auprès des familles, importante, reconnue, et auprès des médecins aussi. D'accord? Ça a été quelque chose pour moi, cette reconnaissance du médecin qui me dit, Audrey, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'ai prescrit à cette patiente? Mais ça a été quelque chose de, attends, le médecin, il me demande à moi ce que je pense. Il me demande à moi, infirmière, Mère Teresa, tu sais, associée aux bonnes sœurs en France, moi ce que je pense, moi ce que je prescrirais. Mais ça m'est jamais arrivé. Tu vois, quand tu l'appelles, tu dis, écoute, j'ai ma patiente, elle chauffe, elle est en travail, elle chauffe. Je pense qu'il faut que je lui parte enfin, tu sais, je lui donne tel ou tel médicament. Bah vas-y, tu prends une ordonnance orale. Tu sais, c'est OK. Donc en fait, moi-même, je signe les ordonnances. Tu sais, tu te dis, OK, je me suis vraiment, ça a confirmé que c'était possible, déjà, que c'était possible, que mes tiroirs n'étaient pas remplis de rien. Et ces diagnostics infirmiers qui sont nés d'ailleurs au Canada, diagnostics infirmiers, la reconnaissance de notre place auprès de la famille, qui est parfois même plus importante que celle du médecin, et bien, ça a juste voilà, renforcé cette confiance que j'avais déjà dans cette mission de vie que je porte depuis 19 ans maintenant. Et ça m'a donné envie de la porter encore plus haut, en fait, de la porter encore plus haut et de l'exporter, surtout de l'exporter et de la partager avec mon corps de métier. Moi, j'appartiens à un corps de métier qui coule dans mes veines depuis très longtemps et j'ai eu envie voilà, de leur dire, regardez, je suis partie, regardez ce que j'ai découvert, on peut faire ça, on peut faire des choses comme ça. Et donc,
j'ai ce message que je passe aussi à mes collègues, parce que pour moi, ce sont toutes mes collègues. On peut faire quelque chose ensemble, on peut y arriver. Sage-femme, médecin, gynéco, infirmière, auxiliaire, toutes, on peut faire quelque chose ensemble dans l'intérêt des familles, pas les unes contre les autres, mais vraiment ensemble. Et c'est ça que j'ai envie de transparaître et de transmettre et d'exporter du Canada sans revenir vivre en France, en restant ici. Alors raconte-moi, dans ton centre, qu'est-ce que, si je suis une maman, voilà, et que j'ai des questions, qu'est-ce que je peux trouver comme réponse? Qui fait partie de ton centre comme professionnel de santé? Qu'est-ce que tu apportes aux parents? Alors, je suis très mal placée pour dire ce que j'apporte parce que je n'arrive pas à parler de moi et de ce que j'apporte. Mais ce que je sais, ce que je vois en tout cas qui se passe, c'est que alors, moi, je suis spécialisée en sommeil de l'enfant. Je suis allée un petit peu plus loin dans le sommeil, dans l'étude du sommeil et de la physiologie du sommeil d'adulte et de l'enfant. Donc, la porte d'entrée est le sommeil. La plupart du temps, c'est le sommeil. La porte d'entrée, le moment où on vient frapper, où on clique sur Internet, sur le site, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est la pointe de l'iceberg. D'accord? Je veux dire, c'est un besoin fondamental qui est déséquilibré du moment où il y a un frein quelque part. Donc nous, notre travail au centre, c'est vraiment d'aller, ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui font que ces parents aujourd'hui ne sont pas sereins dans leur maternité, dans leur parentalité, et c'est le sommeil. Voilà, ok, on n'en peut plus, on dort plus, ok, merveilleux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne dormez plus? Et à partir de là, on travaille tout autour du sommeil. Donc en fait, on va aller évaluer l'alimentation, on va aller évaluer le contexte de vie dans lequel est arrivé bébé, on va aller évaluer la représentation des parents qu'ils avaient de la maternité, la grossesse, comment elle s'est passée, l'accouchement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les professionnels qui sont au centre, et donc moi, la première, on va dire, ayant une expérience en obstétrique, en transnatalité, en empreinte émotionnelle de la grossesse, en accompagnement de cours prénataux, ben tout ce que j'ai appris, en fait, je le mets au service des familles et je dis, OK, attends, peut-être qu'il y a telle ou telle difficulté parce qu'il y a telle ou telle chose derrière. Ou alors, quand c'est d'ordre psychologique, mais des fois c'est d'ordre pathologique. Étant infirmière, on est paramédical et donc on est capable de dépister un problème de santé. On est capable de diagnostiquer par exemple un reflux gastro-œsophagien qui serait un frein énorme au sommeil serein de bébé. Donc finalement, en fait, de cette grosse problématique pour les parents, on fait un petit peu comme l'oignon. Tu sais, on épluche l'oignon, puis on arrive finalement au frein majeur qui vient perturber cette maternité et qui peut créer d'énormes failles. C'est-à-dire que ça peut créer des traumatismes aussi chez les parents. Un bébé qui a un reflux, par exemple, et qui ne dort pas à cause de ce reflux-là, eh bien, ils vont avoir une représentation erronée de la maternité et ça va aller créer des failles affectives dans leur propre vécu. Donc, on travaille là-dessus. On travaille là-dessus en pluridisciplinarité parce qu'aujourd'hui, j'ai démarré toute seule il y a 4 ans. Aujourd'hui, nous sommes une équipe de 10 personnes qui va s'agrandir encore parce que j'ai des médecins qui arrivent. Et donc, du coup, grosse victoire pour moi. Hein, petite parenthèse, mais c'est une énorme victoire pour une infirmière. C'est énorme. Enfin bon, les infirmières me comprendront. Donc, du coup, alors moi, je suis portée aussi beaucoup sur les médecines alternatives, donc tout ce qui va être naturopathie. Donc, j'ai une naturopathe qui est spécialisée en fertilité, santé féminine et périnatalité, qui travaille bientôt depuis 2 ans avec moi, qui a été une patiente. Je précise que Lauriane était une patiente il y a 3 ans et demi, je crois, et qui est devenue du coup une professionnelle du centre. On a une ostéopathe qui est formée au sommeil. Donc, elle va travailler sur l'équilibre du corps aussi et du reste. On a infirmière puricultrice, auxiliaire puricultrice, consultante en lactation, infirmière spécialisée en psychopérinatalité et 2 psychologues, une psychologue périnatale et une psychologue petite enfance. Et donc, et une kiné aussi. On a aussi une kiné rééducation du périnée, sexologie et abdominaux. Donc, on grandit, on a grandi l'équipe de manière à fournir des services de soins complémentaires, parce que pour moi, la richesse, c'est cette complémentarité. C'est que on se pose une fois par semaine, je ne sais même pas combien d'heures de réunion, et on pose les situations. Et par exemple, si j'ai une maman qui verbalise des choses qui sont difficiles, et ben boum, je sais que je la redirige vers la psychologue. Si j'ai une maman qui a une vécu de grossesse très difficile, boum, je la redirige vers la personne qui est spécialisée en transnatalité. Tu vois, comme une clinique en fait, comme on fait à l'hôpital. Hein, je veux dire, j'ai une pratique hospitalière et j'ai amené ça
dans un concept un petit peu virtuel parce qu'il faut savoir que j'ai vu, je crois, 6 personnes de mon équipe, mais tout le monde a été recruté à distance, en fait, avec beaucoup d'échanges. On travaille sur l'humain. On travaille sur l'humain avant de travailler sur le reste. Et c'est des coups de cœur humains que j'ai avant de recruter du monde. C'est vraiment des gros coups de cœur, des partages de valeurs. Comme je dis, elles ont collé le bateau. Elles le savent, je suis portée par mon métier, d'accord? Mon métier, je le vis, je le sens, je le respire. Toute ma famille tourne autour de ce métier. J'ai grandi avec des mamans infirmières, une maman infirmière, une tante psychologue. Enfin, j'ai grandi dans ce milieu. Je sais pas faire autre chose. Elles le savent, donc j'ai besoin d'avoir des personnes qui respirent comme moi périnatalité et qui vivent périnatalité. Donc, elles sont autant engagées que moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pensais pas. Je pensais pas réussir à avoir cette équipe aussi engagée que moi finalement, parce que je suis un peu très engagée. Donc du coup, je me disais, est-ce que des gens vont me suivre? Et oui, j'ai trouvé ça aujourd'hui. Donc voilà, en fait, on a l'allaitement maternel, parce qu'on a des personnes qui sont formées, qui sont spécialisées en allaitement, la psychologie, le sommeil. Bien évidemment, j'ai créé un accompagnement au sommeil, donc forcément, c'est comme ça, on va dire, que je suis devenue visible pour ce que j'ai apporté aux familles avec le sommeil. Et voilà, mais on ne travaille pas que le sommeil, j'insiste tout le temps. On est professionnel de santé avant tout, donc on prend une famille dans sa globalité. On ne prend jamais un seul problème. On prend toute la famille, tout, la vie de passé, la vie future, la vie présente, on prend tout. On prend tout et puis on en fait quelque chose et on transmet de la confiance surtout aux parents. Tu l'as mentionné que donc une partie de ton activité, c'est de recevoir virtuellement les parents qui ont des difficultés. Il y a aussi une autre partie de ton activité, c'est de former les professionnels. Et donc, tu formes des Français, c'est ça? Oui, français. Oui, français. Actuellement, j'ai que des Français. Parce que c'est pour ça que j'amène ce sujet, parce que je pense qu'on est beaucoup de parents à se heurter à un corps médical, notamment autour du sommeil et de l'allaitement, qui n'est pas à jour, qui a des croyances personnelles et qui fait part de ses croyances personnelles à ses patients. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens qu'il y a un engouement quand même de la part des professionnels de santé français pour avoir des réelles données scientifiques et ne pas se baser que sur leur propre avis? Oui, je disais tout à l'heure, on est dans un processus de changement. On est dans un processus d'évolution. Et c'est ce que je répète aux professionnels que je forme. On fait partie du changement. Nous faisons partie du changement. Et l'accès à l'information que nos aînés dans le corps de métier avaient n'est pas le même, d'accord? Et comme je disais, se former, c'est une volonté avant tout. Apprendre, c'est une volonté. Et je crois qu'on est une génération de personnes très curieuses. On a soif de savoir, on a soif d'information. Et je suis même émue de le dire parce que je viens de finir 6 semaines de formation avec un gros groupe de professionnels. Euh, et la formation s'est terminée avec pas mal d'émotions parce que justement, cet engagement, je sens qu'elles le partagent, je sens qu'elles ont cette volonté. Et moi, ça me touche parce que ça fait, j'ai pas découvert la périnatalité avec le hashtag postpartum, tu vois, ça fait des années que je suis dedans et que je me bats. Et tu sais, tu as l'impression de te battre toute seule et que tu trouveras personne qui sera comme toi parce que c'est trop dur, en fait, d'être auto-engagé. Et parce que peut-être que je suis peut-être un peu psy, moi aussi, à force d'être à fond dedans, je sais pas. Tu vois, peut-être que je sais pas. Je dois pas être, tu sais, je sais pas. En tout cas, c'était difficile d'avoir des personnes avec cette volonté-là. Et je crois que le chemin est en marche. Et oui, je pense que oui, on a une génération de professionnels qui veut ce changement, qui veut apporter des choses différentes, qui a envie de se remettre en question. Et tu vois, j'ai toujours 2, 3 personnes au départ que je vois qui se forment, mais tu sais que je vois un peu, bon, qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là, c'est quoi encore, tu sais d'où elle sort ça, tu vois, mais qui quand même se forment, tu vois, elles sont quand même là, mais tu vois, je vois toujours dans le groupe 2, 3 personnes et je rigole parce que à la fin, je leur dis, toi, t'étais mon défi. Parce que j'ai vu au départ que tu étais un peu, tu vois, et alors qu'est-ce que tu en penses? Et au final, je vois le sourire sur leurs lèvres, je vois le côté, écoute, je regrette pas parce que ça m'a remis en question, ça m'a poussé dans des retranchements, ça me fait voir différemment. Moi, j'ai créé une philosophie d'accompagnement. Vraiment, je parle de méthode de triangle à l'envers. J'explique du coup dans mes formations. Je suis
Je suis moi-même en fait dyslexique avec une légère dyspraxie, donc forcément je pense d'une façon différente et je transmets d'une façon différente. Donc, qui l'eût cru, hein, tu peux avoir un petit retard ou un petit dysfonctionnement mental et réussir à transmettre des choses. Et donc je transmets d'une façon particulière et différente. Et donc, euh, quand je vois des personnes qui sont en formation, qui ont quand même fait le pas, mais tu sais un peu, il y a un pas qui est passé, mais l'autre il est encore derrière. Donc des sages-femmes, des infirmières d'expérience aussi. J'ai aussi beaucoup de puéricultrices. Je forme que des professionnels de la santé et du social. Et du coup, voilà, c'est un petit peu réticent. Et puis à la fin, au bout des 6 semaines, on arrive avec, bah écoute, j'ai hâte aux prochaines formations. Donc pour moi, c'est une victoire. C'est une victoire de me dire, oui, le changement est en cours. Il faut arrêter de cliver avec le corps médical. Il y a effectivement des personnes qui ne remettent pas en question leur pratique, mais il faut être acteur. Il faut être acteur, c'est OK, elle ne me convient pas, elle ne connaît pas l'allaitement, elle ne connaît pas le sommeil, ben, je vais chercher quelqu'un qui m'écoute et je vais chercher quelqu'un qui soit en accord avec ce que moi, en tant que parent, j'ai envie de partager. Et il y en a de plus en plus. On parle de mon centre, mais je parle qu'il y a, je veux dire, il y a moi, je vois des professionnels naître jour après jour avec cette envie des professionnels de santé. Et comme je l'ai dit, pourquoi j'ai voulu former, parce que si nous-mêmes, on ne prend pas de place dans la sphère publique, personne ne nous donnera cette place et on laissera la place aux dérives et aux personnes qui ne sont pas formées. Et surtout, on a le soutien de mère à mère est différent du d'une prise en charge avec un professionnel, tu vois. Et du coup, on a tendance à mélanger un petit peu les choses parce que nous, on n'est pas là. Alors que si nous, on n'est pas là, tu vois la différence entre le soutien de mère à mère qui est nécessaire, qui n'est pas négligeable, dont on a besoin en maternité, mais on a besoin aussi d'un regard professionnel. Et ça va être complémentaire. Mais si on n'y va pas, personne n'ira. Et donc, dans ces cas-là, on va se retrouver avec des dérives. Et il faut se bouger. Il ne faut pas seulement descendre dans la rue tous les samedis et manifester. Il faut se bouger, il faut prendre le taureau par les cornes et y aller, quoi. Et là, ce matin, je te dis victoire. J'ai un médecin qui est formé à l'université avec le docteur Guéguen, que tu as reçu, hein, je crois, qui se forme avec cette personne-là, qui est sensibilisée à tout ça, qui est une médecin généraliste et qui veut travailler avec nous. Je me suis dit, waouh, mais enfin, voilà, le changement est en marche. Et j'ai appelé tout le monde ce matin, tous mes collaborateurs, en disant, regardez, regardez, ça y est, on va avoir des professionnels, des médecins, des gens qui ont d'autres spécialités et qui veulent, qui ont compris qu'il y avait quelque chose là-dedans. Et ça, c'est une victoire pour moi. Mais je te rejoins et on en a discuté avant de faire cette interview, c'est que pareil, quand je suis devenue mère, le soutien des autres mères, clairement tu le recherches et il te fait du bien. Mais par contre, tu te rends compte qu'il y a un désert médical important et que c'est difficile de trouver du soutien de la part des professionnels de santé, soit parce qu'il y a un problème de formation, soit parce qu'il y a un problème d'accès, parce qu'il y a peu de rendez-vous des fois. Il y a les très bons, souvent, ça met du temps à pouvoir les voir. Soit parce qu'on ne sait pas du tout vers qui se tourner. Donc, qu'est-ce qu'on fait en tant que parent? On va sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que toi, tu as très bien compris. C'est que tu as pris de l'espace sur les réseaux sociaux pour que, comme tu dis, il n'y ait pas des dérives, il y ait des gens formés avec les bonnes connaissances et qui puissent délivrer ce message. Pourquoi est-ce que tu penses que les professionnels de santé sont si frileux d'aller sur les réseaux sociaux, même si je sais que ça change, hein, mais quand même, toi, tu fais partie des rares. Parce que on a une profession qui est réglementée. On a une profession qui est réglementée. On est face à un public fragile. Euh, les réseaux sociaux laissent libre cours à beaucoup d'interprétations. C'est très difficile d'écrire sur les réseaux sociaux. Je vais te donner un exemple très simple et je pense que c'est ce qui parle, enfin voilà, le concret parle plus que l'abstrait. Par exemple, tu as quelqu'un qui t'écrit, moi j'ai des messages de désespoir, hein. Je reçois des messages de désespoir en pleine nuit, en pleine jour, enfin je suis inondée de messages et la barrière elle est très fine entre le syndrome du sauveur et le professionnel de santé. C'est-à-dire que quand tu reçois des messages à 2 heures du matin d'une maman qui craque, qui est prête à peut-être secouer son bébé ou autre, eh ben, qu'est-ce que tu fais? Où est le professionnel? Où est la limite en fait? Et cette limite, elle est très dure à trouver. Elle est très, très difficile à trouver et elle fait peur. Elle fait peur parce que tu sais très bien que ce que tu vas dire va être pris à la lettre. Donc, tu engages ta responsabilité professionnelle. Et quand tu engages ta responsabilité professionnelle, eh ben, tu risques de perdre ton boulot, tu risques de perdre ton diplôme et tu risques d'aller, je veux dire, en cours. Donc, forcément, ça fait peur. Ça fait peur. Où est la limite? Et je pense que les professionnels sont très effrayés par ça. Et ce que j'ai trouvé en Amérique du Nord, c'est le code de déontologie avec la communication sur les réseaux sociaux. Et même dans la formation d'IBCLC, on a eu un papier avec comment communiquer sur les réseaux sociaux ou qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu ne peux pas dire. Et en France, on n'est pas encore sensibilisé à ça. Alors,
moi, par exemple, le parti pris, que j'ai pris beaucoup de recul, hein, parce qu'effectivement, tu te dis, attends, mais je réponds pas, qu'est-ce que je dis? Je sais pas, moi, mon bébé fait de la fièvre, qu'est-ce que je peux lui donner? Je ne réponds pas. Je ne peux pas répondre, d'accord? Quelle anesthésie choisir? Est-ce que vous pensez que c'est mieux une anesthésie ou une anesthésie générale? Je ne réponds pas, je ne suis pas anesthésiste. Et la limite, elle est très fine. Tu es tenté de répondre parce que tu as la réponse, mais tu ne peux pas. Et ça fait peur parce que tu as peur de faire une erreur. Tu as peur de faire une erreur, que ça te retombe dessus. Et je pense que c'est ça qui effraie les professionnels. En tout cas, c'est ce qui me verbalise beaucoup en me disant, mais oui, mais comment tu fais pour toujours répondre, toujours nuancé dans tes propos? Eh ben, c'est dur. Ça prend de la maturité professionnelle, ça prend de l'expérience. Voilà, ça prend tout ça. Et forcément, bah, une jeune professionnelle qui est sur les réseaux sociaux, bah, sur la durée, elle tient pas souvent longtemps parce que la moindre erreur, je peux te dire qu'on te tombe dessus. Euh, Ça prend de la maturité. Et les professionnels qui sont matures, qui sont un peu plus âgés, on va dire, sont pas du tout sur les réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu sais, t'as Grégoire, le kiné, on est arrivé en même temps sur les réseaux. On a réussi à faire ça, mais on fait des rappels tous les jours. Tous les jours, on doit rappeler que non, ce n'est pas une consultation. Informer, je veux dire, notre rôle en tant que professionnel, c'est prévenir, informer, maintenir et promouvoir la santé. Ça fait partie de nos champs de compétences. Donc, informer et prévenir grâce au canaux des réseaux sociaux, c'est merveilleux. Mais attention aux dérives et à ne pas aller trop loin dans ce qu'on va dire, dans ce qu'on va recommander. Et c'est pour ça, je pense que beaucoup de professionnels ont peur d'y aller. Encore plus en tant qu'infirmière. On a un code de déontologie qui est très formaté. On est formaté. On est très formaté. Donc, mais ça arrive, je suis confiante. Ah mais tu as raison, parce que très souvent, je vois les quelques professionnels de santé que je suis qui disent je ne réponds pas à une demande de diagnostic, ce n'est pas une consultation, je vous transmets des informations, allez voir votre professionnel de santé, ou alors, comme toi, tu dois sûrement le faire, prenez rendez-vous dans mon centre. Tout à fait, C'est tout ça. à fait, exactement. Oui. Ben, forcément, si j'ai les personnes, après, savoir relayer, c'est très important aussi. Ça fait partie des compétences qu'on doit posséder. Dire, OK, je sais pas, il y a telle personne qui peut t'aider. Je sais pas, il y a telle personne qui peut t'aider. Je sais, ben, viens prendre rendez-vous. Mais si je sais pas, je relais. Trouble de l'oralité, moi, je relais. Je veux dire, je ne suis pas, j'ai personne qui est formé. Trouble de l'oralité, alors, je suis formée en frein bucco-restrictif, mais je peux pas poser de diagnostic, je relais. Et j'ai créé un réseau de professionnels, finalement, où je relais énormément de monde, en fait, des ostéopathes, des chiro, des IBCLC, des ergothérapeutes, physio. Enfin, aujourd'hui, on a un annuaire qui déborde parce qu'on relaie énormément. On n'est pas capable de tout prendre en charge, c'est pas possible. Hum, hum. Non, mais c'est sûr. Et puis la demande, elle est grandissante. Et puis, je pense aussi, hein, comme tout parent qui est très présent sur les réseaux sociaux, le réflexe, il est plus rapide de poser une question sur le réseau social que d'aller prendre rendez-vous, attendre. Bon, surtout avec le contexte sanitaire, mais c'est vrai que même nous, parents, c'est aussi à nous peut-être de faire attention à comment on utilise les réseaux sociaux avec les professionnels de santé. Et ce que tu dis aussi de ce que vous pouvez dire sur les réseaux sociaux, il faut que ce soit très nuancé parce qu'on interprète tous les choses de façon différente. Et ça, c'est nous, en tant que parents, à nous de faire attention aussi. C'est pas que votre responsabilité. Tout à fait. Mais vous êtes un public vulnérable. Vulnérable, la vulnérabilité vient avec la maternité et on le sait. Mais comme je te dis, il faut vraiment avoir une connaissance accrue de tout ce qui se passe dans la maternité pour savoir poser des mots. Et souvent, on va me le dire, on va dire, ah, mais tu mets les mots, mais j'ai de l'expérience. Ça fait 19 ans que j'évolue, ça fait 19 ans que je suis au contact des mères, des familles, des bébés, et pas uniquement en France. J'ai cette volonté d'être aussi voilà, d'être diversifié et de toucher tout le monde. La multiculture, la pluralité, ça fait partie de mon travail. Donc, je peux m'adresser à la maman qui vit en Asie, comme la maman qui vit sur le continent africain, sur le continent américain, continent européen, parce que j'ai mis les pieds un petit peu de partout. Et je pense que c'est ça aussi. Il faut faire très attention à qui tu parles, à qui tu t'adresses, parce que tu t'adresses au monde entier quand tu es sur les réseaux. Et donc, tu ne peux pas affirmer quelque chose parce que les représentations sont différentes selon les cultures, selon les pays, selon les traditions, selon tout ça. Et ça fait mal à la tête. Ça fait mal à la tête de publier et de faire attention. Ça fait mal à la tête. C'est beaucoup plus facile de ne rien faire. Ou alors d'aller critiquer ce qui se fait déjà. Ça aussi. Ça, on est d'accord. Pour préparer cette interview, on a discuté, toi et moi, de quelque chose que je trouvais hyper intéressant. Parce que c'est un thème qu'on aborde souvent et moi, personnellement, on me pose souvent la question d'ailleurs, c'est
tu l'as un peu mentionné, que quand on devient mère, souvent on change de carrière professionnelle. Parce que ça réveille des choses, parce que d'un coup, on est dans un autre état d'esprit. Et j'imagine que tu dois avoir beaucoup de mamans qui, une fois qu'ils deviennent mères, veulent se former en périnatalité et qui, d'un coup, ça devient leur monde entier. Et tu m'as dit quelque chose d'hyper intéressant. Est-ce que tu peux le raconter? Euh, Dans le processus de maternalité, comme je disais, alors je prends souvent des exemples, comme je disais, très concrets pour que ça parle aux gens. Euh, Quand les personnes aujourd'hui vont chercher des coachs de vie, faire du yoga, faire tout ce qui va leur permettre d'aller retrouver un état de bien-être intérieur qui va ouvrir leur regard et ouvrir leur esprit. Eh bien, la maternité entraîne naturellement ça. Physiologiquement parlant, la maternité entraîne ça. L'hormone, alors moi je parle souvent, on est shooté à l'ocytocine, l'hormone du bien-être fait partie de nos corps, tu sais, quand on allaite, même quand on n'allaite pas, mais quand on porte la vie, quand on va allaiter, on a la sécrétion de ces hormones-là qui entraîne ce remaniement de notre pensée et te dire, OK, attends, là, je me sens bien, je me sens, tu vois, en accord avec moi-même, voilà, j'ai envie de partager ce bonheur. La notion de partage et de maternage, elle ne vient pas qu'avec son enfant. Souvent, on va materner son enfant, on va être complètement épanoui, on va ressentir plein de choses positives et on a envie de les partager, ces choses positives. On a envie d'aller materner les autres, on a envie d'aller partager cette expérience merveilleuse que l'on vit. Et donc, souvent, on se dit, OK, mais moi aussi, j'ai envie d'aider les mères. Et très souvent, quand on fait appel à un professionnel, ce qui nous apporte, les réponses qu'il nous apporte, les solutions qu'il vient nous trouver, et ce bien-être qui va créer cette sérénité qui va entraîner chez nous finalement dans le vécu de notre maternité, eh bien, on a envie de faire vivre la même chose aux autres. Mais dans ce désir de maternage. Et tout le temps, je leur dis, attendez, par expérience, laissez-vous 2 années. Laissez grandir votre projet pendant au moins 2 ans, que bébé ait 2 ans. Et dans 2 ans, on en reparle. Soit vous êtes toujours dans ces dynamiques et dans ces cas-là, allez vous former, soit les hormones ont disparu, ce désir a disparu, vous êtes un petit peu moins shooté à l'ocytocine et finalement, ça vous tente un petit peu moins qu'il y a un an en arrière. Donc, c'est se laisser le temps. Je pense que la maternité, la maternalité, la matrescence est un processus physiologique inévitable. Et il faut se laisser le temps de le vivre. Comme on dit, ne sautez pas, je veux dire, ne pas prendre de grandes décisions de vie pendant ce moment-là. Enfin, oui, on peut, parce que ça peut aussi nous faire du bien, tu vois. Ne pas se priver, d'accord? Si on a envie de le faire, on le fait, mais ne pas tirer trop de plans sur la comète, surtout dans les professions, parce que on a beaucoup, beaucoup d'infirmières, d'auxiliaires puères, puéricultrices qui mettent les pieds dans ce métier, en tout cas dans les formations de ce métier, et qui tiennent pas le coup derrière. Parce que c'est pas je veux dire, il n'y a pas qu'une question de materner les autres et de partager avec les autres quelque chose qu'on a nous-mêmes vécu. Non, on ne peut pas devenir professionnel auprès des familles en ayant soi-même vécu des difficultés. Parce que, je te donne un exemple, je rigolais avec Estelle, une amie kiné, je lui disais, mais tu sais, c'est comme si toi, aujourd'hui, Estelle, quelqu'un s'est cassé le bras, et parce que tu l'as aidé dans sa rééducation, il a envie de devenir accompagnateur, réparateur de bras. Tu vois ce que je veux dire? Il va se concentrer uniquement sur le bras, parce que lui-même a vécu ça, mais tout le reste, il ne le connaît pas. C'est un peu pareil. Vous allez vous concentrer sur l'allaitement, sur le sommeil, sur ce que vous avez vécu en tant que maman, mais ça n'implique pas ça, parce que ce qu'on va venir vous déposer dans les mains, il faut être capable de l'accompagner. Il faut être capable de mener un entretien thérapeutique. Il faut être capable d'avoir une vision globale d'une situation, être capable de savoir s'adapter au public qu'on a en face de soi. J'entendais récemment quelqu'un qui partageait, oh, vous savez, un bébé prématuré, oui, ça peut le perturber parce qu'il a été arraché à vous. C'est du vocabulaire qu'on n'utilise jamais. Jamais. Arraché, enlevé, jamais on utilise ce vocabulaire en face d'une mère qui a donné la vie. Jamais. Tu vois, c'est des petites choses comme ça, mais qu'on ne peut pas apprendre juste parce qu'on est maman et juste parce qu'on a envie d'aider les autres. Tu vois, on a accès aujourd'hui à beaucoup d'informations. Tu cliques Internet, allaitement, tu as pléthore d'articles divers et variés, mais rien ne remplacera les bancs d'une école quand il s'agit de la santé. Donc c'est pour ça que quand on est maman, on a ce désir. Ça vient avec. Laissez-vous avoir ce désir. Allez dans des associations, faites du bénévolat, du soutien de mère à mère. C'est merveilleux. Je veux dire, cette puissance de la maternité, elle entraîne ce partage. Et il est nécessaire, il est merveilleux. On dit il y a un proverbe qui dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Oui, c'est vrai. Mais il faut des professionnels pour prendre en charge des familles. Tu vois? Donc, la nuance, elle est là. Vous pouvez
assouvir ce désir qui vient avec la maternité, qui est normal avec le partage. Je veux dire, par exemple, on est en ce moment en train de partager, toi et moi, et la naissance de ton projet est venue certainement avec tes maternités. Tout à fait. Mais c'est génial parce que tu en as fait quelque chose de puissant, de révélateur, qui te donne une mission dans la vie. Peut-être que ça va durer, peut-être pas, mais à savoir que c'est venu avec cette maternité et que c'est normal. Donc, toutes les mamans qui nous écoutent et qui t'écoutent ont parfois aussi ce désir. Donc oui, je reçois des candidatures de mamans. Chose qui est complètement nouveau pour moi, de recevoir des candidatures de mamans pour travailler avec moi. Je me dis, mais attends, qu'est-ce que je peux leur répondre? Qu'est-ce que tu sais, je peux pas les prendre. Je peux pas prendre une maman pour travailler avec moi. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit, allez, ben, peut-être créer une association, créer du soutien, faire quelque chose. Mais du coup, tu vois, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'ai compris en cherchant, en me disant, mais attends, pourquoi des mamans postulent? Et donc, en cherchant, puis en mettant en corrélation mes connaissances, j'ai dit, OK, ben, en fait, c'est ce processus, c'est je shoot un petit peu d'ocytocine et d'hormones du bien-être qui donne cette envie-là. Allez au bout avec le partage et le soutien de mère à mère qui est nécessaire. Mais peut-être pas dans des études qui vont peut-être juste vous faire perdre du temps, parce que je le vois ça aussi. Je le vois aussi, des mamans qui se lancent, qui disent, ah non, mais en fait, non, c'est trop là, tu sais, moi je veux pas faire ça, moi je veux juste écouter des mamans et leur conseiller. Mais recommander et conseiller, c'est pas pareil. Ouais, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mères qui le disent qu'ils veulent devenir doula aussi à ce moment-là parce qu'elles ont manqué de soutien. Et je trouve que le rôle de doula, il est très fort là-dessus. Ce qui n'empêche pas du tout qu'elles soient formées et qu'elles aient plein de connaissances, hein. Mais c'est vrai que ça correspond peut-être mieux par rapport à la santé, le fait de vouloir devenir doula. Tout à fait, c'est complémentaire. Moi, je dis tout le temps qu'on est tous complémentaires. Les doulas, ce qu'on appelle ici accompagnantes à la naissance, sont complémentaires à un professionnel de santé. Les personnes qui offrent des accompagnements, je sais pas, j'ai vu en parentalité, tu vois, on est tous complémentaires. La seule différence, Clémentine, c'est que sans formation initiale en santé, beaucoup ont du mal à relayer. Beaucoup ont du mal à relayer et à savoir où s'arrête leur rôle. C'est un petit peu la difficulté qu'on rencontre par manque de formation. Euh, Comme je te dis, souvent, je me retrouve à des fois des dépassements de compétences qui peuvent être délétères, qui peuvent être dangereux. Et c'est dommage. J'appelle vraiment à plus de communication entre professionnels pluridisciplinaires. On n'est pas, je veux dire, doula, infirmière, sage-femme, on est vraiment ensemble. Et je suis sûre qu'on a toutes un rôle dans nos champs de compétences à apporter. Autant peut-être que la sage-femme et l'infirmière n'auront pas le temps de faire du soutien psychologique parce qu'elles sont prises par d'autres choses que la doula va apporter. Mais autant la doula ne pourra pas donner des conseils paramédicaux ou médicaux que la sage-femme et l'infirmière pourront donner. Et il est nécessaire de prendre en considération cette globalité autour de la patiente. On est tous complémentaires, mais attention à ne pas aller trop loin parfois. J'ai une dernière question. Mais bon, je pense que tu vas me répondre de manière positive, mais est-ce qu'on va dans le bon sens? Est-ce que vraiment, j'ai la sensation que parfois les professionnels de santé, ils oublient que leurs patients, il faut avoir un bien-être, enfin, on recherche aussi leur bien-être. Est-ce que tu as la sensation que quand même, c'est en train de changer ça aussi dans le monde médical? Oui, c'est en train d'évoluer. La relève est en marche. La relève est en marche. Et je crois que tous nos corps de métier, j'insiste sur le fait que c'est un corps de métier, euh, ma génération de soignants, je dirais pas mon âge, mais ma génération de soignants a pris conscience et a cette volonté de faire changer les choses. Et il est toujours très difficile de faire changer des gens qui n'ont pas cette envie-là. Et je pense que ce qu'on a compris, c'est que ça ne sert à rien d'aller essayer de changer ceux qui sont déjà là. C'est pas faux. Allons faire ce que nous avons à faire, mais n'essayons pas de changer ceux qui sont déjà là. Ils vont partir avec leurs idées reçues, ils vont partir avec leurs pratiques, et puis nous, on va en amener une nouvelle. Et puis ceux qui arriveront en disant, bah, c'est nous qui balayerons. Et c'est ça, tu vois, voilà, ceux qui sont ouverts, qui nous écoutent, qui sont OK. Moi, je veux dire, j'ai des médecins, j'ai du corps médical. Je peux pas cliver. On est un corps de métier. Je veux pas, je veux dire, le clivage pour moi est nul. Clairement, il est nul. Voilà, pour moi, on n'a pas besoin d'être clivants les uns avec les autres. On est dans un processus de changement. On évolue. On est en train de prendre conscience. On a accès à des choses auxquelles on n'avait pas accès il y a des années en arrière. Moi, j'ai commencé il y a 19 ans. Moi-même, j'ai évolué. Je ne connaissais pas les freins bucco-restrictifs il y a 10 ans. J'ai évolué. Et, et je pense que il faut prendre conscience qu'on doit évoluer. On a envie, on le fait. On n'a pas envie, bah, tant pis. On les laisse et nous, on avance. On a besoin de montrer cette image. Et je pense surtout sur les réseaux sociaux aujourd'hui, alors sur Instagram, parce que c'est celui où je suis le plus, on a des kinés, on a des ostéos, on a des
des infirmières qui arrivent de plus en plus, des puéricultrices, des naturopathes. On a de plus en plus de monde, et ne serait-ce que le groupe de professionnels que moi j'ai, mais que j'ai formé aussi. Auxiliaire puéricultrice, assistante maternelle, qui s'est formée en validation des acquis en auxiliaire puéricultrice, sage-femme. J'ai eu une doula aussi, j'ai accepté une doula. Tu vois, je veux dire, je pense que on doit montrer l'exemple, nous, nouveaux, enfin, j'ai pas envie de dire jeunes professionnels parce qu'on est quand même à un certain âge, mais cette génération du changement, c'est nous. Donc, créons le changement. Donc, oui, on est en bonne marche. On travaille fort. On travaille très, très fort. Et je pense qu'on laisse la place aux autres qui arrivent et on leur laisse cette place du changement avec la prise en considération que la périnatalité est une spécialité à part entière et a besoin d'être prise en considération. Maman, bébé, papa, toute la famille. Je pense qu'on laisse cette place. Ouais, je pense qu'on est en train de laisser cette place. On travaille dur, on lutte, on se prend des vitres, hein, voilà, c'est difficile. Mais quel changement n'est pas difficile? Et puis j'aime bien ce que tu dis, la périnatalité, c'est important. Ça doit être remis un peu au cœur. Voilà, on doit vous valoriser, vous revaloriser, c'est hyper important. C'est ça. Mais vous, avant tout, c'est le bébé, c'est la maman, c'est le papa, c'est la famille qu'on a besoin de valoriser. Nous, on est juste acteurs à côté de vous. Mais c'est vous qui avez besoin d'avoir une place à part entière dans la société. Parce que ça va de pair. Exactement, c'est ça. Nous, on est derrière vous, on accompagne, on vous guide, mais on vous tient pas par la main. C'est une belle phrase de fin. Parfait. Merci beaucoup, Audrey. Merci à toi, Clémentine. C'était Audrey N'Djave, infirmière et fondatrice du centre périnatal Happy Mum and Baby. Elle est également autrice. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et retrouvez toute une communauté sur le compte Instagram @lamatrescence. À la semaine prochaine, prenez soin de vous.